Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Ophélie Langlois et au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à la journée d'études Les cartographies de l'imaginaire, le texte comme lieu de rencontre. Cette journée d'études est une collaboration entre l'AML et la Excel. Elle a comme but premier de démocratiser le monde de la recherche et des activités scientifiques, autant pour les étudiants et étudiantes du premier cycle que ceux et celles des cycles supérieurs. Ce projet a débuté au mois d'août 2020 par une discussion conviviale entre le comité au Carré Saint-Louis, qui est situé tout près de la rue Saint-Denis. Pendant cette rencontre, nous avons pu échanger nos idées pour le thème de la journée d'études. De fil en aiguille, nous avons constaté notre intérêt commun pour l'espace et la littérature. Avec le recul, je réalise que ce thème s'imposait par l'endroit où nous étions. Dans le Carré Saint-Louis, nous retrouvons le buste du poète Émile Nelligan, qui a habité à quelques pas de là sur l'avenue Laval. Au coin de la rue Rigaud et Saint-Denis se trouve également la librairie du Square, fondée en 1985. Les Cowboys fringants ont même mentionné ce lieu en 2004 dans leur populaire chanson Les étoiles filantes, dans l'extrait suivant. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du Carré Saint-Louis. La littérature nous entourait donc déjà au mois d'août par cet endroit. Cet entrelacement entre la littérature et l'espace nous a guidés jusqu'aux cartographies de l'imaginaire. Les cartographies de l'imaginaire, ce sont les lieux décrits par les auteurs et les autrices par le biais de leur création. Elles deviennent des points de rencontre où de nouvelles avenues sont transmises au lectorat et par lesquelles s'enclenchent des réflexions collectives. Par le biais de cet événement, nous aborderons des œuvres multidisciplinaires selon leur manière d'interroger ou de mobiliser notre rapport aux espaces. Durant notre première table ronde, qui s'intitule Écrire l'espace, la création littéraire comme boussole, nous nous intéresserons aux livres qui nous guident dans la ville, dans un quartier ou même dans un territoire méconnu. Même si l'acte de lecture est statique, nos pensées voguent et nous transportent dans les espaces inhabités de notre imagination. Par la suite, la deuxième table ronde intitulée Cartographie matérialisée portera sur l'expérience tridimensionnelle du lieu qui peut s'illustrer notamment par la retranscription d'un voyage ou encore par la géolocalisation, un sujet qui passionne les littératures numériques. Entre-temps, nous aurons le plaisir d'entendre la présentation d'Andréane Sylvain qui nous présentera le projet portant sur les littératures inuites. Je vous rappelle rapidement le fonctionnement de cette journée d'études. Celle-ci est à la fois synchrone et asynchrone, c'est-à-dire que les communications présentées sur YouTube de façon asynchrone sont regroupées en deux tables rondes, celle de l'avant-midi et celle de l'après-midi. Chacune de ces deux tables rondes sera suivie par une discussion sur Zoom. Nous vous enverrons le lien vers la discussion dans le clavardage sur YouTube quelques minutes avant la pause. Finalement, nous tenons à remercier le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, les services à la vie étudiante de l'UQAM, ainsi que le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise pour leur soutien financier. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée d'études à toutes et à tous et je vous remercie de votre présence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes Sacha et Émilie, nous sommes deux designers d'événements. Et aujourd'hui, depuis le confort de notre chez nous, en léger différé, nous allons vous présenter notre projet Débordement littéraire, qui a été présenté dans le quartier des spectacles de septembre 2020 à mars 2021. Avec Émilie, on s'est rencontrés au DESS en design d'événements à l'UQAM en 2018 et on a commencé à collaborer ensemble à partir d'octobre 2019. Puis la pandémie a tout accéléré et Débordement littéraire, c'est notre premier projet co-réalisé. Oui, puis Débordement littéraire, en fait, a mis la table pour la fondation de notre collectif qui s'intéresse notamment à notre rapport avec l'environnement, puis à notre rapport aux autres dans des installations d'art public. C'est ça. Et ce studio s'appelle Studio Imposture.
Et donc, durant cette conférence, nous allons procéder sous forme d'échange entre nous. Et si vous avez des questions à la fin, on sera là en direct pour y répondre. Donc, on va commencer avec le début, en fait, de où est né Débordement littéraire. Puis, on va vous accompagner jusqu'à nos réflexions par rapport à ce projet-là d'une certaine façon, puis le rapport qu'il a avec la ville, etc. Donc, Débordement littéraire est né du premier confinement. Sacha et moi, on se demandait en fait qu'est-ce qu'on allait faire, parce que notre métier disparaissait d'une certaine façon avec l'annulation des grands événements, les villes qui devenaient vides, puis toutes les nouvelles mesures sanitaires où il y avait vraiment une perte de sens dans nos vies. C'est à ce moment-là qu'on on voulait créer un projet, en fait, pour redonner espoir notamment, mais aussi aller au contact des gens d'une certaine façon. Et dans ce moment-là où nous, notre métier, c'est de faire des événements qui rassemblent les gens physiquement. Et on n'était plus capable de faire ça, donc on a dû complètement revoir la façon dont on faisait du design et trouver le moyen de créer des événements qui allaient pouvoir être vécus individuellement, personnellement, et non plus seulement collectivement. Oui, puis en fait, Débordement littéraire prend cette notion d'événement, mais un événement comme vécu personnellement, un événement qui vient perturber d'une certaine façon l'habituel, qui vient comme une surprise sur le passage, qui va venir modifier le comportement des gens d'une certaine façon. Oui, si on se rappelle au début du premier confinement, en fait, le seul moment d'évasion, le seul moment où on pouvait sortir de chez nous, c'était pour aller prendre une marche à l'extérieur. Puis, Sacha et moi, on a pensé que c'était justement le moment clé à intervenir dans la vie des gens, de la population, pour aller à leur rencontre. Donc, c'est pour cette raison que, en fait, Débordement littéraire s'installe vraiment comme une espèce de balade dans l'espace public et notamment dans le quartier des spectacles. Notre deuxième désir aussi, c'était d'aller à la rencontre des gens par la culture, puisque la culture était un peu disparue de nos vies d'une certaine façon, puisque beaucoup les spectacles étaient annulés, les théâtres étaient fermés, etc. Donc, c'est à ce moment-là que la littérature est apparue comme une source vraiment inspirante pour nous, mais aussi une façon clé de toucher les gens à travers ce projet-là. Et puis, la promenade, c'est quand même un moment où on peut toucher les gens de manière particulièrement forte, parce que c'est un moment où on est ouvert à tout. Et c'était un très bon moyen de ramener la culture dans ce contexte-là. C'était le seul moyen d'intervenir dans l'espace public et de toucher les gens. Et de pouvoir potentiellement créer des schémas de pensée qui pouvaient ramener de l'espoir dans cette situation. Et donc, à partir de ces éléments clés qu'on avait rassemblés, en fait, qui étaient la promenade puis la littérature, on a décidé d'aller à la rencontre du Festival international de la littérature pour proposer notre projet qui est Débordement littéraire. À la suite de ça, en fait, c'est grâce à eux, notamment, qu'on a réussi à mener à terme ce projet-là auprès du quartier des spectacles. Et donc, à partir de ça, on a imaginé 2 parcours littéraires qui allaient se déployer dans le quartier des spectacles et qui allaient réunir des citations d'auteurs et d'autrices québécois et québécoises dans l'espace public. Et dans cette période, comme on se questionnait beaucoup sur notre place de piéton dans la ville par rapport à la place de la voiture, et notamment sur la surabondance des panneaux de signalisation qui sont destinés aux voitures. Nous avons donc imaginé 2 dérives littéraires à travers le quartier des spectacles, présentant des citations d'auteurs québécois et québécoises sous un même thème qui est le vivre ensemble. C'est ça, et ces panneaux dans l'espace public étaient présentés comme des panneaux presque clandestins. C'est-à-dire que pour amener cette réflexion sur la place du piéton dans la ville, on avait créé ces panneaux-là, qui sont des panneaux qui ont les mêmes dimensions et les mêmes codes que les panneaux de stationnement, qui sont si nombreux à Montréal et qui sont omniprésents dans le paysage public.
Donc en fait, c'était la couleur qui changeait pour ne pas brouiller la circulation. Euh, Puis en fait, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que les automobilistes étaient presque absents dans l'espace. Donc, tout l'espace que prenait la voiture, puis ces panneaux de signalisation faisaient presque aucun sens dans l'espace public, puis devenaient un peu ridicules. Donc, on a voulu pousser ça un peu à l'extrême en s'insérant vraiment comme ça afin de critiquer cet espace que porte la voiture et de plus de façon stationnée que en fait, elle sert à rien, cette voiture stationnée dans la rue. et donc notre volonté, c'était vraiment de se réapproprier l'espace public en tant que piéton. Et donc pour accentuer encore ça, on s'est basé sur la théorie de la dérive de Guy Debord. Donc Guy Debord qui était un situationniste qui, en 1969, invente le terme de psychogéographie. On connaît le terme géographie, qui est un terme qui désigne le fait de regarder un espace réel, un terrain, pour en faire un espace mental qui va contenir des informations, qui va être objectivé. La psychogéographie, quant à elle, c'est aussi une analyse de l'espace public, mais c'est une analyse à l'échelle de l'humain, à sa hauteur, par l'expérience. Donc, comment Guy Debord envisageait cette théorie de la psychogéographie? Il a commencé à se lancer dans des dérives. Dériver, pour lui, c'est marcher sans but précis, sans point d'arrivée. Et donc, le but, c'est de se laisser aller au gré des variations d'ambiance, d'atmosphère, et de comprendre ce qui nous influence dans l'espace public. Qu'est-ce qui fait qu'on va tourner à droite et non à gauche par rapport, enfin, c'est ce qui nous guide, c'est la grandeur des avenues, le passage des gens, la lumière, le vent, la publicité aussi. Donc c'était vraiment analyser tout ce qui nous influence et par conséquent se réapproprier l'espace et déconditionner les corps. Et c'était vraiment notre optique à ce moment-là, c'était de créer deux dérives qui partiraient de la place des festivals et qu'on pratiquerait sans plan, c'est-à-dire qu'on se référerait à ces points de couleur qu'on suivrait, qui nous guideraient dans des lieux inusités du quartier des spectacles, peu visités. Et donc le but, c'est qu'à chaque fois qu'on est devant un panneau, on est capable de voir le suivant. Puis c'est aussi ce désir de vouloir comme s'insérer sur le passage quotidien des gens, mais les apporter à aller visiter de nouvelles ruelles ou dévier leur chemin pour aller découvrir quelque chose de nouveau, puis comme on disait avant avec cette définition de l'événement qui était comme une surprise, donc surprendre leur balade quotidienne en ce temps de pandémie. Et la détourner, parce que peut-être que les gens font la même promenade quotidiennement, mais cette fois-ci, ils vont se laisser guider dans ces promenades-là. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a décidé de ne pas s'insérer sur des artères super connues comme Sainte-Catherine où on avait quelques panneaux, mais le but, c'était vraiment d'aller directement dans d'autres rues et ruelles du quartier des spectacles. et par ces micro-installations dans l'espace public, on voulait vraiment faire rentrer la culture et plus précisément la littérature québécoise dans l'espace public. Et donc, comme l'a dit Émilie précédemment, on a choisi des citations qui étaient toutes placées sous le même thème, qui est la tension entre solitude et vivre ensemble. Donc, on avait deux dérives. La première, qui était guidée par Régent Ducharme, Dany Laferrière et Monique Proulx, qui explorait toutes les nuances des relations humaines et comment euh, on, on est capable de vivre le collectif par le biais de sa propre solitude. Et une deuxième dérive qui était guidée par Joséphine Bacon, Kim Thuy et Roland Giguère. Elle portait plus sur notre évolution par notre contact aux autres. Donc en fait, quel monde nous laisse entrevoir le regard de l'autre. Puis ces thèmes-là étaient d'autant plus intéressants en fait dans le moment de pandémie qu'on vivait parce que en fait chaque décision individuelle d'une certaine façon va influencer la situation collective. Donc si quelqu'un décide d'aller voir des personnes de sa famille puis qu'il y a éclosion, mais là, la collectivité va en souffrir d'une certaine façon par la suite. Donc c'est ça, c'est là qu'on voit, c'est là qu'on a entrevu par ce premier projet où on utilisait la littérature, la puissance
que pouvait avoir ce moyen d'expression-là dans l'espace public et dans un projet de design. Parce que tout d'abord, ces citations-là, elles nous permettaient de réenvisager l'idée de collectif dans un moment où le fait d'être ensemble était complètement perturbé. Il nous fallait complètement réinventer le fait, en fait, l'être ensemble social. Mais aussi, ce qui était très puissant dans cette littérature déployée dans l'espace public, c'était le fait que qu'arpenter la ville en tant que piéton, c'est en renouveler l'expérience, se la réapproprier. Et l'espace public, c'est un espace qui est très codifié dans l'architecture de la ville. On place beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments de vie. Beaucoup de lieux nous rappellent ce qu'on a pu vivre. Et de placer la littérature dans ces espaces-là, ça permettait vraiment de complètement renouveler cette expérience-là, voire même de permettre à ces témoignages, à ces histoires d'autres personnes, d'auteurs, d'autrices, de dialoguer avec notre vécu et avec nos souvenirs, et donc de s'en créer de nouveaux, et cette fois collectivement. Et ces citations, c'est là le pouvoir de la littérature, c'est qu'elles viennent résonner avec notre histoire personnelle et notre histoire collective. Et on a entrevu par ce projet la puissance que peut avoir la littérature quand on passe d'une activité qui est intime, personnelle, qu'on va vivre chez soi, tout seul devant son livre, et que là, on va transférer dans le collectif. Alors oui, on va le lire individuellement et en avoir un ressenti personnel, mais d'autres personnes vont la lire en même temps que nous, à ce même moment. Et en un certain sens, ça peut déclencher des dialogues, des débats, des réflexions, ouvrir de nouveaux schémas de pensée. Et la littérature, en fait, exposée à l'espace public peut devenir un élément rassembleur. C'est ça qu'on a découvert pendant ce projet. À partir de ce projet-là, en fait, on a découvert que la littérature pouvait être une source inépuisable d'inspiration pour le design, puis qu'elle était sous-estimée et sous-utilisée dans le milieu. Oui, c'est ça. Et on a compris qu'on pouvait vraiment enrichir nos concepts à l'aide de la littérature. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le design, nous, on ne crée rien. On est juste des gens qui mettons en lien des références de secteurs différents qui, a priori, n'ont peut-être rien en commun, mais on va créer des dialogues différents et des nouveaux schémas de pensée potentiellement en les mettant en commun. Et la littérature, pour ça, elle est vraiment une ressource inépuisable parce que par sa diversité de thèmes, de genres, on va trouver de quoi enrichir tous nos concepts. Et donc, on va réussir à créer des ponts, comme ici, dans Débordement littéraire, entre la culture et l'individu, grâce à l'intervention de la littérature. Et puis, s'il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment, dans la littérature, attirer les designers, c'est le fait que la littérature se sert du langage, et nous, en tant que designers, on se sert de concepts, donc d'images abstraites qu'on va tirer de références. Et la littérature, en quelque sorte, elle fait la même chose parce qu'elle utilise des métaphores, des images qui sont en fait du métalangage, qui sont déjà des concepts en soi et qu'on peut utiliser de manière très facile en tant que designer. D'autant plus que on est des gens qui ne sommes pas spécialistes de tous les terrains qu'on va investiguer. C'est-à-dire qu'on va toucher à des sujets qui vont être très différents pour chaque projet. Et on va devoir, en quelques jours, quelques semaines, devenir le plus spécialiste possible des thèmes qu'on va investiguer. Et c'est très difficile, on ne peut pas en quelques jours faire ça. On va se servir bien sûr de références qu'on a sur place, mais il faut aussi se servir des expertises qu'on a sous la main. C'est-à-dire qu'il faut privilégier la collaboration. Et la collaboration avec les auteurs et les autrices dans ce projet-là a été vraiment très importante parce que ces gens-là sont déjà spécialistes de leur terrain, des sujets dont ils parlent dans leurs ouvrages. Et nous, on pouvait se servir de ça pour avoir déjà une réflexion qui était construite. Et donc, bien sûr, avec leur accord,
et avec leur coopération, puisque par exemple Dany Laferrière nous a appelés pour aller modifier des citations qu'il trouvait plus appropriées, plus intéressantes. On a pu créer un projet qui était vraiment riche, qui pouvait développer une pensée vraiment complexe, qui allait s'étirer dans tout le quartier des spectacles. Ce qu'a révélé ce projet de débordement littéraire, c'est qu'aujourd'hui, l'événement montréalais se ressemble toujours un peu. C'est souvent des événements qui souhaitent rassembler, je pense avec une envie profonde de créer du collectif. Mais en fait, on va toujours essayer de rassembler les gens autour de quelque chose d'installation belle, divertissante, mais sans but plus haut que ça. Et dans cette période de perte de sens, où on a vraiment besoin de se raccrocher à quelque chose, de s'ancrer dans la réalité ou dans l'imaginaire, la littérature, elle se révèle comme un moyen vraiment très puissant d'aller réenrichir ces événements-là et de rassembler les gens par le biais de ces témoignages, de ces histoires, euh, pour permettre de créer dialogue, créer discussion et de s'ancrer dans une pensée, de s'ancrer dans d'autres expériences, de s'ancrer dans des images qui vont déclencher l'imaginaire. On lève notre verre à plus de projets de design réalisés grâce à la littérature, en collaboration avec des écrivains et des écrivaines. Et puis, on vous retrouve tout de suite pour la période de questions où on sera en direct avec vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, à tantôt! Bonjour tout le monde, merci d'assister à cette journée d'études. Et puis, voilà, je vais me présenter un petit peu. Mon nom, Laura Pérez. Je suis à la maîtrise et puis je travaille sur Joséphine Bacon, donc sur son recueil Un thé dans la toundra, mais aussi sur le recueil d'un auteur chilien et mapuche. Et donc, je fais une comparaison. Mais étant donné que nous sommes dans une journée d'études où tout le monde doit présenter quelque chose de 15 à 20 minutes, ma présentation va se limiter à vraiment l'étude d'un concept dans un recueil de Joséphine Bacon. Donc, voilà. Alors, le nom de ma présentation, c'est « Le territoire qui suspend le temps, un thé dans la toundra » de Joséphine Bacon. Donc, en automne 2020, le documentaire « Je m'appelle humain » de la réalisatrice abénaquise Kim Obomsawin a pris l'affiche et a connu un grand succès. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont dû voir ce film-là qui suit le parcours biographique et poétique de la poétesse Innu Joséphine Bacon. Cette dame qui a été réalisatrice, traductrice, interprète, professeure, anthropologue et poète, est aujourd'hui très présente dans les médias pour parler de son objectif principal, qui est la transmission de la culture Innu à travers les générations. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment son deuxième recueil, Un thé dans la toundra, dépeint la toundra comme espace sacré. Mon hypothèse, c'est que le territoire est principalement la toundra chez Bacon, suspend le temps et permet le dialogue entre les ancêtres et les générations d'aujourd'hui. Donc, à travers la théorie du don de Anne Doran, nous verrons comment le recueil illustre la dichotomie entre éternel et éphémère qui est centrale à la spiritualité Innu. Donc, Joséphine Bacon a publié 3 recueils de poésie dans les années 2010 qui ont tous été chaleureusement accueillis par le public et la critique. Bâton un message en 2009, Un thé dans la toundra en 2013 et Uyège quelque part en 2018. Les 3 recueils de Joséphine Bacon suivent une certaine trame narrative qui s'apparente à celle de sa vie. Le premier recueil, c'est une incursion dans sa vie où les souvenirs de la toundra s'entremêlent à son présent urbain. Dans le deuxième, elle retrouve son identité perdue par le contact avec le territoire ancestral des Inuits, appelé le Nuu-chimít.
Et aussi, elle retrouve son identité par le contact, le dialogue avec les aînés qui lui racontent les origines de son peuple. Dans le troisième recueil, quelque part, elle constate sa nouvelle situation d'aînée et c'est expliqué, décrit à travers ses errances dans la ville de Montréal. Il semble y avoir un point focal tant dans cette trilogie poétique que dans la vie de la poétesse. Et c'est le moment particulier où Joséphine Bacon reprend contact avec sa culture via le récit des aînés. En fait, quand elle est allée en excursion en 1995 avec l'anthropologue Sylvie Vincent dans le Nutchimit, et c'était la première fois qu'elle y allait. Puis, c'est ça, Joséphine Bacon y allait dans sa qualité de traductrice, d'interprète, interviewer finalement les aînés et traduire leurs histoires. Et c'était des récits à propos de la vie nomade des Inuits autrefois. Donc, par le récit des aînés, elle apprenait ce qu'elle n'a pas pu apprendre à cause de son enfance au pensionnat. Elle le dit elle-même dans le documentaire, quand elle arrive sur la Côte-Nord, elle dit excusez-moi, c'est ici que les vieux m'ont redonné mon identité parce qu'ils avaient tant à me raconter. Donc, c'est dire à quel point ça a été un moment signifiant pour Joséphine Bacon. Donc, c'est à ce moment précis-là qu'est consacré le recueil Un thé dans la toundra. D'ailleurs, dans le prologue du recueil, c'est expliqué un peu là, en prose, un peu une anecdote de comment elle a vécu un peu le Nutchimit. Donc, par rapport à ce recueil-là, Jean-François Letourneau, qui est un spécialiste des littératures autochtones du Québec, soutient que les poèmes se lisent vraiment comme une déclaration d'amour à la toundra. Et ça me paraît juste. En effet, les poèmes font presque toujours appel à un destinataire, à un tu respecté qui réfère presque à chaque fois à la toundra. Donc, Un thé dans la toundra se trouve à être un voyage de retour aux origines par les mots et les images dans lequel Bacon fait vivre au lectorat une expérience hors du temps. Comme mentionné plus tôt, le Nutchimit, c'est l'intérieur des terres, le territoire ancestral Innu. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette notion, puisqu'il y a une autre présentation plus tard, celle de Marie-Claire Nadeau, qui va vraiment se pencher sur le Nutchimit. Donc, juste l'aborder rapidement. Le Nutchimit semble être un lieu qui prodigue aux Inuits un espace où il est possible d'être soi dans son entièreté et qui leur permettent de prendre leur souffle et de se recentrer. Chez Joséphine Bacon, alors que la ville est son quotidien, dans son recueil, dans sa poésie, aussi dans sa vie, mais c'est sur le territoire ancestral Innu qu'elle retrouve ses repères et son ancrage. Nous pouvons penser au poème suivant. Je ne sais pas chanter, pourtant, dans ma tête, un air me rappelle la verte toundra. Mon corps s'appuie sur une présence invisible, la ville où j'erre, et l'espoir que tu m'accueilles, puisque je suis toi. Donc, ce tu auquel le poème s'adresse semble être la toundra. Alors que la ville agit ici comme un espace labyrinthique dans lequel la poétesse circule, c'est la toundra ou le souvenir du Nutchimit qui la soutient. Et alors que la ville est un espace décrit ici comme matériel, dans lequel l'énonciatrice évolue sur un axe horizontal, le souvenir de la toundra l'habite et fait partie de son identité. En contact avec le Nutchimit, la poétesse continue l'histoire de ses ancêtres, retisse des liens brisés. Je suis toi témoigne de la transcendance du territoire qui agit, lui, sur un axe vertical puisqu'il soutient, habite et guide l'énonciatrice. Donc,
le voyage vers l'Unuchimit est un voyage physique où elle s'éloigne de son lieu de résidence, certes, mais aussi un voyage spirituel où elle se rapproche et peut-être même touche à ce qui constitue son identité profonde. Donc, chez Bacon, c'est tout son deuxième recueil, Un thé dans la toundra, qui encapsule le moment très signifiant qu'a été pour elle le contact avec le Nutchimit, tant sur un plan physique, c'est-à-dire le voyage dans les terres, qu'imaginaire, c'est-à-dire l'écoute des récits des aînés à propos du monde, du mode de vie ancestral des Inuits. Dans ce voyage au cœur du Nutchimit que décrit Un thé dans la toundra, Bacon vit une expérience où le temps prend une autre forme. Au cœur du recueil, elle mentionne « Tu es rare, tu es l'immensité, je te connais hors du temps. Un rêve de couleur me conduit au champ de mes ancêtres. J'ai perdu mes incantations, je t'implore de diriger mes pas là où tout se rassemble. » Ce poème s'adresse à un espace immense, hors du temps. Dans cet endroit, la communication avec les ancêtres n'est pas rompue. Dans le rêve de couleur qu'a décrit Bacon, le passé cohabite avec le présent et l'énonciatrice peut reprendre contact avec la tradition de son peuple de laquelle elle a été arrachée. Le vers « Là où tout se rassemble », ça peut résumer le recueil tout entier, en fait. Dans l'expérience de Joséphine Bacon au cœur du Nutchimit, se rassemblent le passé, le présent et le futur, qui est enfin porteur d'espoir. Les éléments de la vie de la poétesse, à ce moment, se sont articulés en une suite logique. Elle qui reçoit un savoir des aînés et qui choisit de faire de la transmission de la culture Innu aux générations futures son devoir. Cet endroit physique ou rêvé que décrit la poétesse n'obéit pas à une temporalité linéaire. Vers la fin du recueil, un court poème l'illustre bien. Mon âme a 1000 ans, je n'ai pas d'âge, je meurs d'avoir vécu. Donc, qui est ce « je » ici? Il pourrait s'agir de la poétesse elle-même, parce que Joséphine Bacon a déjà mentionné avoir un rapport à la mémoire particulier où l'histoire de son peuple fait partie de ses propres souvenirs. Il pourrait aussi être question du Nutchimit, qui est un territoire ancestral, un lieu qui a certainement une âme millénaire. Bref, libre à vous de l'interpréter, comme bon vous semble. Le vers « Je meurs d'avoir vécu » exprime une fatalité, quelque chose qui va de soi. Donc, ce vers ne semble pas exprimer une tristesse ou une amertume, mais simplement une réalité obligée. L'alternance cyclique de la vie et de la mort fait partie de la spiritualité Innu, où le temps est abordé de façon circulaire plutôt que linéaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais citer ici Anne Doran, une professeure qui a travaillé beaucoup sur les questions théologiques et notamment sur la spiritualité Innu. Donc, la professeure Anne Doran, dans son article « Territoire et sacré chez les Inuits », l'explique ainsi. Dans un tel monde, le temps n'est pas d'abord perçu comme linéaire et orienté vers un ailleurs tel qu'il en est pour le nôtre. Le donné, appuyé sur le sacré dans son être, n'a pas à devenir autre que ce qu'il est. Ce que Doran explique ici, c'est que dans la spiritualité Innu, le sacré ne se situe pas dans un au-delà ou dans un futur, mais qui est ici et maintenant. Ce sacré se trouve au cœur de chacun des êtres qui constituent le monde. Donc, le monde fait sens parce qu'il s'appuie sur une assise invisible, une force sacrée qui en définit et supporte l'être. Donc, je sais que c'est assez abstrait, mais c'est vraiment l'idée d'une sacralité qui est présente, incarnée,
plutôt que situé dans un futur, c'est ça, ou un au-delà. Toutefois, à cette caractéristique du monde doit se joindre un élément complémentaire. Parce que, en effet, une organisation du monde qui se limiterait à cette caractéristique-ci, que je viens de vous expliquer, donc la sacralité présente, on pourrait dire, ce serait un monde qui est immobile, puisque déjà parfait en soi, sans nécessité de mouvement. Donc, c'est ici que Doran explique que la notion de don est en fait la force motrice du monde pour les Inuits. Donc, c'est à l'intérieur du lien créé par le don entre les êtres d'un même groupe et par ceux qui ont lieu entre les différentes catégories d'êtres que l'unité peut se constituer et qu'advient le mouvement qui permettra à la vie de se poursuivre. Ainsi, c'est par le don que les animaux font de leur vie aux humains que ces derniers peuvent poursuivre la leur. En retour, ceux-ci rendront reconnaissance et respect aux animaux pour la vie qu'ils en ont reçue et traiteront leur reste de façon à ce qu'ils puissent revenir à la vie. Donc, l'unité ou la complétude du monde n'est donc atteinte que si on joint au principe de l'assise sacrée du monde le principe actif du don, qui permet un échange entre les êtres et donc qui alimente un mouvement perpétuel. Ainsi, je meurs d'avoir vécu. Si je fais ça. Ouais. Où la mort s'inscrit dans un cycle naturel, l'alternance de vie et de mort, semble faire écho au concept du don, où la mort d'un être contribue à la vie d'un autre. Dans ce poème, il y a certainement une tension entre l'éternel, qui est traduit ici par la notion d'une âme millénaire, ou encore d'un âge inexistant, et de l'éphémère, qui s'illustre dans la mort. Ceci dit, à la lumière d'une incursion dans la spiritualité inuite, nous pouvons comprendre que l'éternel et l'éphémère peuvent, effectivement, peut-être surprenamment, mais cohabiter. Si les formes que sont les êtres vont et viennent, le sacré, lui, perdure. Ce poème pose donc en son centre la question de la temporalité. Donc, un peu comme je viens de mentionner, le concept, j'ai fait un petit dessin qui peut permettre peut-être un peu d'illustrer les deux concepts. Donc, l'assise sacrée du monde et puis le principe du don, qui est en mouvement. Et, bon, c'est pas parfait, mais ça peut illustrer un peu la dichotomie entre ces deux principes qui sont complémentaires. Donc, le poème qu'on vient de lire pose en son centre la question de la temporalité. L'éternel côtoie l'éphémère, la vieillesse côtoie la nouveauté. Il semble que l'arrivée sur le Nuchimit, excusez-moi. OK. Il semble que ce soit l'arrivée sur le Nuchimit qui déclenche le contact intime de la femme Innu et de sa spiritualité, et ainsi qu'il lui ouvre la porte à un entendement différent du temps, où expérience passée, présente et ouverture vers le futur peut cohabiter. Ce motif se retrouve aussi dans un autre poème du même recueil de Bacon. Au matin, un soleil rouge, l'azur prend sa place, le bleu. La nuit me chante une berceuse, le rêve ajoute d'autres couleurs. Demain, je sais, tu es là. Donc, on retrouve ici la même dichotomie éternelle-éphémère. Alors, pour mieux l'illustrer un peu, donc les termes matin, rouge, azur, bleu, nuit, rêve, couleur, demain,
témoignent tous du mouvement de l'univers. Les moments de la journée, comme autant de couleurs, se transforment et se succèdent dans une danse cosmique. Cependant, ces changements constants s'appuient sur cette base hors du temps qui est « tu es là ». Une présence est là, malgré le futur impliqué par demain. Égale à elle-même, cette présence ne varie pas avec le temps, elle est tout simplement. Dans le recueil, le territoire permet donc à l'énonciatrice de constater son rôle de passeuse éphémère au sein de cet organisme qui est le monde. Face à l'horizon de la toundra qui lui rappelle l'éternel, elle peut mieux voir comment prendre une part active au mouvement de l'univers. Donc, somme toute, chez Bacon, le contact avec le territoire ancestral prodigue un apaisement de sujet et une impression de cohérence dans le monde. Donc, dans le contexte spirituel inou qu'on vient de visiter très rapidement, la perception particulière du temps à la vue de l'horizon dans la toundra peut être traduite par une dichotomie entre ce que Anne Doran appelle l'assise sacrée du monde et le principe actif du don. Selon Doran, cette dichotomie est ce qui donne sens au monde dans la spiritualité inoue. La poésie de Bacon permet donc à la poétesse et au lectorat de se situer dans un système symbolique et de donner à leur existence un sens. Donc voilà, merci beaucoup. Évidemment, dans cette présentation, je n'ai pas pu citer énormément de sources critiques et notamment de sources critiques autochtones, ce qui est de valeur. Cependant, à cause du temps limité, j'ai dû un peu choisir ce qui était peut-être le plus clair à expliquer. Mais sachez que ma recherche est appuyée par majoritairement des auteurs autochtones. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée. Donc, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose ma petite analyse des Roses Montries de Sébastien Sainte-Croix-Dubé, publiée chez Triptyque en 2020, dans une présentation que j'ai intitulée L'écoumène en résistance. Je commencerai peut-être juste par une présentation de l'auteur, de son livre et de sa démarche, avant qu'on passe aux choses sérieuses. Donc, Sébastien Sainte-Croix-Dubé, c'est un brasseur. Il est directeur du salon Ma Brasserie dans Rosemont, s'il y en a qui l'ont déjà fréquenté. Il a d'abord fait des études en économie politique. Il a d'ailleurs fait un mémoire de maîtrise qui a été publié aux éditions Variant en 2018, là, qui porte le titre La culture du divertissement, art populaire ou vortex cérébral. Donc, on sent un peu déjà dans le titre une posture qui est un peu méfiante à l'égard des technologies de l'information, de la communication, de la culture de masse et en général tout ce qu'il appelle les mutations bizarres de notre siècle. Je cite la 4e ouverture. Donc voilà, selon lui, qui finalement inhibe, anesthésie un peu l'engagement citoyen et érode certains modes de vie communautaires. Donc, les Roses Montries, c'est une première fiction dans laquelle il met en scène un alter ego, donc un Sébastien, directeur de ma brasserie, qui se lève le matin de la Saint-Jean et qui reçoit une série de tuiles sur la tête, s'est fait quitter par sa blonde, il y a un bris sur la machine qui menace de lui faire perdre toute sa production de bière. Donc, il se lance à travers Rosemont dans une sorte de quête épique pour son Saint Graal, c'est-à-dire la pièce manquante. Quête qui progressivement se transforme en crise existentielle et plus adroitement en, je cite, compose-t-il en gougoune sur le LSD. Donc voilà, il entre dans une sorte de déambulation, de dialogue avec les lieux qui l'arpentent et Rosemont qui est à la fois le théâtre de son quotidien, mais aussi un espace urbain, on le sait, en proie à une gentrification accélérée, voire même violente, provoque des réminiscences douloureuses, des réflexions et évidemment déclenche sa colère face à la standardisation néolibérale qui menace, selon lui, la faune et le paysage de son quartier.
Donc, de toute évidence, Sébastien intègre une démarche, une approche, en tout cas, géopoétique. Et je pense que sa participation à l'atelier de géopoétique La Traversée n'est pas du tout étrangère à la publication de sa première fiction. Et donc, la géopoétique, en fait, en tant qu'approche, travaille sur un mouvement, une pratique, en fait, d'écriture qui place au centre des préoccupations le rapport sensible et intelligent à la Terre et une expérience vécue des lieux. Donc, on est dans cette démarche ici où la déambulation vraiment est minutieusement détaillée dans les nombreux indices géographiques et ainsi le lecteur familier avec le quartier de Rosemont pourra suivre dans l'imaginaire tout son parcours. Pour ceux qui seraient moins familiers, je me suis portée à l'exercice de prendre au mot le thème de cette journée d'études et j'ai cartographié en fait le parcours du narrateur. Moi, je partage mon écran en un instant. Donc voilà le parcours de Sébastien Dubé dans ce roman. Donc je me suis fiée seulement aux marqueurs géographiques qui sont dans le roman. En fait, c'est pour vous dire à quel point ça relève d'une exactitude qui est d'après moi volontaire. Donc, qui est très clairement volontaire. Je voudrais juste vous dire peut-être juste que petit bémol, mais sur le plan narratif, sur le plan du discours, parfois, on fait parfois dans la simplicité, dans la facilité. Je trouve qu'il y a certains choix qui sont faits, qui sont plus ou moins adroits. Là. On intègre le deuil d'une relation, le deuil d'un frère décédé du cancer. Bon, une espèce de mélange pseudo-mélodramatique des fois que je me demande à quel point il est nécessaire. Et aussi, on cherche parfois à prendre le lecteur par la main, à plugger certaines choses, certains éléments de discours ou certains incontournables du quartier sans concession, là, ce qui nous donne un peu l'impression qu'on essaie de plugger un peu volontairement et sans subtilité. Néanmoins, ce manque de subtilité, justement, met d'autant plus en évidence ce qui semble être la motivation principale de la narration, donc de s'inscrire dans une résistance anticapitaliste et anti-gentrification par le biais de la géopoétique. Donc, je fais référence dans mon titre à l'écoumène, qui est peut-être pas un terme avec lequel tout le monde est familier. Donc l'écoumène, en fait, c'est tout simplement la surface habitée, l'ensemble des milieux habités sur Terre. Donc, en fait, c'est... excusez-moi, je passe dans mes feuilles. Voilà. Donc, c'est un peu la relation entre les humains et leur milieu. La relation écouménale, elle, c'est une relation qui fonctionne à double sens. C'est-à-dire que nous, on transforme nos espaces de vie en fonction de nos besoins, de nos attentes, de nos filtres esthétiques, culturels, je dirais même idéologiques. Et en retour, le milieu agit sur nous, nous transforme, et au point où on a l'impression finalement de faire partie intégrante du milieu. Donc, c'est cette double relation qui est habilement, je trouve ici, mise en scène, surtout lorsqu'il est question des lieux. Et peut-être que j'ajouterais une petite citation de Véronique Côté, un peu moins théorique, peut-être un peu plus poétique, qui a des intuitions similaires et qui rejoint un petit peu la démarche géopoétique, qui dit « Nous sommes faits de ce que nous voyons, des lieux que nous fréquentons, mais aussi de ce qu'on nous en raconte. Le récit des paysages que nous font la fiction, le documentaire, les nouvelles, nos amis qui voyagent constituent peu à peu en nous une sorte de pays intérieur où l'on rappelle les images du dehors pour s'en faire une géographie intime. » Donc, c'est cette géographie intime, en fait, auquel on cherche à être attentif, j'ai l'impression ici. Donc, à toute une série de résonances intimes, mémorielles, politiques même, que fait en nous le milieu. Bon, on le voit, par exemple, quand il s'en va à la librairie du Vieux-Book, il se rappelle de Maman avec Anaïs. Donc, il fait un peu le parcours, en fait, de son habitation des lieux. Et il se questionne aussi à savoir de quoi le lieu est le reflet sur le plan idéologique. Comment il est transformé, en fait,
par la présence humaine et sous quelle loi. Et une citation ici intéressante où il rappelle tout ce que je vois, ce sont des baromètres sociaux, salons de coiffure, all you can eat et une exubérance de resto à déjeuner. Les vieux commerces disparaissent peu à peu. Ils ne peuvent pas survivre à cette nouvelle vague de gentrification, aussi verte soit-elle. Donc, vous voyez, un regard qui est à la fois porté sur le paysage en tant que reflet social et en tant que reflet intime. Et aussi, une citation que je trouvais intéressante, à la toute fin du récit, il croise sa blonde en train de taguer un mur. Et la phrase qu'elle tague est intéressante parce qu'elle incarne assez bien ce double mouvement de transformation ici. Alors, c'est « Comment penser librement à l'ombre d'un supermarché ». Donc, c'est pour dire aussi que la disposition des lieux transforme finalement notre rapport au monde, notre rapport à la pensée, à la culture, à la création. Évidemment, être à l'ombre d'un supermarché ou être dans une sorte de no man's land, comme on décrit un peu plus loin, dans des maisons jaunes nicotine, a un effet finalement sur la personne. Ça, je pense qu'on ne nous apprend rien. Mais je trouvais ça intéressant comment c'était amené. De la même manière que lorsqu'il est question des fameuses ruelles qui font tout le charme de Montréal, on constate aussi que le lieu influence les pratiques communautaires, selon lui. Donc ici, la peur du voisin s'est dissoute au profit d'une envie de vivre les lieux et les non-lieux. Donc l'aménagement d'une ruelle, en fait, crée, incite des nouvelles pratiques de l'espace et des nouvelles pratiques sociales. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle cette double construction, c'est aussi la raison pour laquelle le lieu devient un espace pour Sébastien Côté de résistance. Et je pourrais dire là-dessus aussi que sur le plan vraiment du temps narratif, au début, on est dans une sorte d'urgence. Donc, on est dans une mission quand même. J'ai dit, on est dans une quête. Il y a des rebondissements. La pièce n'est pas là. J'ai oublié dans le taxi. Donc, il y a une cohérence, en tout cas, narrative qui est stimulée vraiment par l'urgence, par la rapidité. Finalement, progressivement, il y a un ralentissement du temps, il y a une modification, un changement évidemment dans l'état de conscience parce qu'il prend du LSD et là on se ramasse vraiment plus dans une figure, dans une posture qui est celle du flâneur en fait, qui est une figure, on le sait, qui est assez subversive, je pense que c'est ça. Et comme nous dit André Carpentier, là, qui a travaillé beaucoup à partir de cette figure-là et en tant que flâneur, là, qui dit que flâner ne semble pas de l'ordre d'un exercice, ce n'est pas cardio, ça ne gonfle pas les muscles, ça ne fait pas fondre le surplus de graisse. La flânerie agit dans un registre non comptabilisable. Donc, c'est ça, en fait, l'âme de la flânerie, c'est se disposer dans une sorte de lenteur qui, elle, s'oppose à une sorte de vision du monde utilitariste, comptabilisable, productiviste, en fait. Et ça nous incite à habiter les lieux différemment et à rendre plus lisible l'espace urbain. Et de toute manière, le mouvement géopolitique en soi manifeste une résistance aussi face à l'idéologie dominante qui est celle qui envisage les rapports aux lieux uniquement en fonction de leurs usages et de leur rentabilité, sans tenir compte évidemment des liens qui s'établissent entre l'homme et la terre. Et là, on est complètement là-dedans quand on parle de gentrification, évidemment, puisqu'on parle vraiment de gens qui participent à cette écoumène, qui ont un écoumène de Rosemont, évidemment, qui sont déplacés vers d'autres quartiers pour des questions de rentabilité seulement. Donc, s'il y a une transformation, en fait, vers la figure du flâneur, le bon, qui l'incite à se disposer plus à des rencontres fortuites, qui l'amène dans les ateliers d'artistes, tout ça, il reste quand même que la démarche est soutenue, elle, quand même, par une urgence qui est celle de photographier, en quelque sorte, pour la postérité, ce paysage social et urbain qui est Rosemont 2020. Et ça habite vraiment beaucoup son écriture et ça fait partie de ses stratégies de résistance, de dire on va laisser des traces, on va laisser des marques, d'où sans doute la précision
qu'il adopte dans sa description des lieux. Et donc, on est là-dedans dans l'idée de vouloir fixer une mémoire immédiate. Et d'ailleurs, je ne crois pas que la dernière citation est anodine. Presque à la toute fin du récit, il dit « La mémoire est la fonction humaine la plus fragile et pourtant la plus essentielle ». Je crois beaucoup que sa démarche est motivée par l'idée de mémoire, de garder une trace. Et d'ailleurs, bon, il se gêne pas pour faire des petites rubriques historiques parfois qui font partie des choses que je trouve justement un peu moins subtiles, mais néanmoins nécessaires, puisqu'ils donnent une certaine ampleur, une légitimité, en tout cas un poids à ces lieux. Et qui, généralement, ce poids participe à la volonté politique de conserver ces endroits-là en tant que patrimoine. Donc, on se rend compte, en fait, finalement, avec tout ça, que la relation écouménale, finalement, elle échappe totalement à des définitions purement cartographiques, géographiques, qui s'inscrivent dans un rapport intime, imaginaire des humains à leur milieu. Et c'est ça, finalement, qui est évanescent et qui échappe et qui ne peut être capté, approché qu'à travers, finalement, un biais poétique. Et c'est un petit peu ce que nous dit Édouard Glissant dans Poétique de la relation. Il nous dit comment vivons-nous aujourd'hui encore la pression des cultures dominantes? Par quelle fantastique accumulation de combien d'existences, de l'individuel au collectif? Essayons de calculer la résultante de tout cela, nous ne le pourrons pas. Ne pas désirer la savoir assurément, nous l'imaginons alors dans une poétique. De tous ces écarts, à chaque fois déterminants, cet imaginaire donne le plein sens. C'est la carence de cette poétique, son absence ou sa négation, qui ferait le manque. Donc, on est là, on est dans une sorte de fantastique accumulation d'existence qui forme un lieu, finalement, un écoumène, qui lui ne peut être retracé qu'à travers le poétique. Et c'est peut-être là vraiment, finalement, la dernière stratégie de résistance de Sébastien Sainte-Croix, c'est de restituer ce manque, de couvrir, en fait, de participer à la poésie de ce lieu-là, de la rendre rencontrable. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, c'est à la fin du vidéo. Et je terminerai peut-être par une citation que je trouvais intéressante de Sébastien Sainte-Croix, qui aussi manifeste un certain espoir que cette résistance, ce retour peut-être à une esthétique de la terre, comme dont parle Glissant, dégagée de toute une naïveté folklorique, puisse devenir finalement un lieu commun, un lieu de rencontre autour duquel les citoyens pourraient recréer une nouvelle solidarité. Donc, je vous donne la citation que je trouve assez intéressante. Une nouvelle fracture sociale se dessine, une marque définitive s'installe chez les uns et sépare des autres, ceux qui possèdent l'air conditionné et ceux qui baignent dans leur transpiration. Je pense qu'il s'agit d'une forme de résistance, voire de survivalisme, et cette résistance provoque parfois une impulsion de fluidité sociale. Les Rosemontois se mettent à jaser entre eux. Faut que l'empire de la climatisation, vive la commune de Rosemont. Donc, vous voyez l'impulsion de résistance qui recrée finalement des nouveaux possibles, des nouvelles solidarités. Et Glissant qui répondrait sûrement pour le rassurer ou pour l'encourager que réactiver une esthétique de la Terre, c'est peut-être contribuer à différer ce cauchemar, climatisé ou non. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'ai bien hâte d'entendre le reste des conversations. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation d'avoir mis sur pied cette journée qui, je le crois, va être très intéressante. Donc, le titre de ma présentation est « Gardienne de la mémoire, les poétesses inoues et l'héritage de Nutchimit ».
Donc, je pensais que j'aurais des résultats de mes analyses à présenter aujourd'hui, comme j'avais modifié le titre de ma présentation, mais comme c'est pas le cas, le titre n'est pas bon, donc toutes mes excuses. Je vais plutôt présenter aujourd'hui le cadre de ma recherche. Malgré que j'ai pas de résultats d'analyse à présenter aujourd'hui, je trouve néanmoins pertinent d'aborder où j'en suis rendu dans mon projet et exposer la manière dont j'ai procédé pour développer une méthodologie qui se veut interdisciplinaire, donc sur quels ancrages elle se construit. Donc, avant toute chose, j'aurais 2 points à marquer. D'abord, en tant qu'étudiante à l'Université Laval, située dans la ville de Québec, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles est située l'Université Laval font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat, mais également d'autres nations, soit les Inuits, les Atikamekw, les Abénaquis et les Malécites. Deuxièmement, bien que je mobilise des concepts Inuits ou théories provenant de pensées non autochtones, ma compréhension de ces concepts est basée sur mon interprétation de ceux-ci. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'ordre de ma présentation, en fait, l'intérêt de ma recherche me semble être le cœur de ma présentation d'aujourd'hui, qui va permettre d'arrimer mon projet à cette journée d'études. Donc, afin d'entrer directement dans l'ontologie Innu, qui est le sujet principal de ma recherche, donc d'entrer dans un autre univers de référence, je vais vous lire cette citation de Joséphine Bacon qui provient du film Je m'appelle humain, film réalisé par Kim Obonsawin en 2020. Donc, elle va dire « Tu vois, le mot poésie, en principe, en Innu, c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot qu'on a inventé. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir le mot poème ou poésie dans notre langue parce qu'on était poète. Juste à vivre en harmonie avec l'eau, avec la terre. Dans leur silence, les vieux étaient des grands poètes. » Voilà. Donc, cette étude est ancrée dans le champ de la géographie culturelle, puis elle se concentre sur une étude de l'ontologie territoriale Innu, telle qu'elle s'exprime à travers les poèmes et la prise de parole publique de 4 poétesses Innu du 21e siècle, soit Joséphine Bacon, Rita Mestokosho, Maria Dregiel et Natacha Canapé-Fontaine. Donc, l'auteur, Warren Cariou, affirme que la poésie est tel un cri qui résonne dans les collectivités et dans le territoire lui-même, ressenti dans les corps comme le son d'un tambour. Donc, cette recherche s'appuie sur le postulat que, à la manière des joueurs et des joueuses de Tewagan, un tambour sacré, comme on peut voir sur l'image ici, les poétesses donnent une voix à Nuu-Chimit, la terre des Inuits. Dit autrement, le verbe poétique permet à Nuu-Chimit de résonner. Selon les mots de Joséphine Bacon, elle va dire que la poésie leur permet de faire revivre la langue de Nuu-Chimit, leur terre. Ainsi, c'est notamment à travers les mots que le son du tambour continue de résonner. À travers cette courte mise en contexte, il y a 2 concepts, ou plutôt 2 métaconcepts qui émergent, ontologie et Nuu-Chimit. Il importe donc de tracer les grandes lignes de ces concepts afin de voir comment ils s'imbriquent à cette recherche. Donc d'abord, ontologie fait référence aux multiples théories de la réalité et de l'être dans le monde. Ça réfère à la nature de la réalité, la nature des choses et la nature de leurs relations. Donc les êtres sont compris dans une toile de relations, dans une grammaire de l'environnement. Selon cette compréhension de la notion d'ontologie, l'ontologie territoriale Innu émerge donc d'un réseau de relations, notamment de la relation qu'entretiennent les Inuits avec leur territoire, de cette humanisation de l'espace par des générations successives. Cette relation territoriale devient ainsi partie intégrante de l'identité Innu et forge un système de connaissances et de pratiques qui constitue l'être Innu. Puis, le mot Nuu-Chimit, en fait, c'est un mot en Inuaimun, qui signifie à l'intérieur des terres, dans les territoires de chasse. Puis, ça incarne cette ontologie territoriale Innu. C'est un territoire de sens, habité et humanisé, dont les limites sont imprécises, au sein duquel les Inuits, à l'instar des animaux et autres êtres non humains, tissent une toile complexe de relations. Autrement dit, Nuu-Chimit regroupe non seulement les Inuits et le territoire, mais également tout le réseau de relations qui est rattaché. Puis, afin d'illustrer ça, j'ai mis une citation de Raphaël Picard qui provient de son livre, puis qui va définir Nuu-Chimit ainsi. Il va dire « Nuu-Chimit est un espace vital, une source de survie, une manière de vivre et d'une croyance absolue. Nuu-Chimit s'étend largement sur un imposant territoire appelé Nitassinan. » Puis, la citation suivante de Joséphine Bacon permet de comprendre toute l'importance de Nuu-Chimit. Elle va dire « Quand tu es là, dans Nuu-Chimit, c'est là où tu deviens, c'est là où tu es Innu. » Donc, l'identité ne prend sa véritable dimension que dans sa relation, dans ce système relationnel. Donc, ces 2 métaconcepts, on pourrait dire, s'imbriquent l'un dans l'autre, l'ontologie et Nuu-Chimit, et constituent la perche centrale de cette recherche. L'objectif ici est de montrer comment l'ontologie territoriale Innu, compris comme Nuu-Chimit, prend forme dans cette poésie Innu. Donc, avant d'entrer dans cette démonstration, il importe de remettre cette recherche dans son contexte.
Donc, loin de moi l'idée de faire un historique de la Première Nation des Inuits, tâche qui incombe plutôt à ses membres qu'à moi, il demeure important de faire ressortir une compréhension de la vision d'être au monde Inuit. Donc, la tradition orale nous informe grandement sur la manière dont les Inuits occupaient le territoire à travers les récits de voyage et les mythes. Donc, les Inuits, en fait, étaient autrefois semi-nomades, puis sont devenus, suite à l'occupation européenne, des résidents permanents ou saisonniers, répartis principalement en villages ou réserves sur la rive du nord, au nord du fleuve, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Donc, comme on peut voir sur l'image ici. Donc, ces villages s'élèvent au nombre de 9 au Québec et de 2 dans la province de Terre-Neuve-Labrador, comme on peut voir juste ici. Puis, il y a une partie non négligeable qui représente 37% de cette communauté qui habite en dehors des réserves, notamment dans les grands centres urbains tels Québec et Montréal. Donc, le mode de vie des ancêtres Inuits se divisait entre les mois d'hiver, réservés à la chasse en territoire, et les mois d'été où les bandes se rassemblaient dans des aires situées à l'embouchure des rivières. Donc, l'interdépendance du groupe permettait son bon fonctionnement, puis la vie des Inuits s'harmonisait avec ces territoires qui leur offraient tout ce dont ils avaient besoin pour répondre à leur mode de vie, qui en était traditionnellement un de subsistance. Donc, le monde il est conçu comme un système relationnel où chaque élément, être, humain, animaux, entités inorganiques et forces spirituelles, prend part. Donc, les Inuits ont des responsabilités face à ces territoires, dont les règles sont transmises de génération en génération au moyen de légendes et de traditions orales. Donc, ce mode d'humanisation du territoire des Inuits est en effet lié à un genre de vie distinct, comme je viens de le décrire, puis est plutôt visible, du moins décelable, dans les matériels. Puis, c'est ce genre de vie qui a marqué la vision du monde de cette communauté. Bref, dans ce système relationnel, les êtres sont considérés comme des entités relationnelles, possédant une certaine forme d'agentivité. Puis, le territoire est compris dans cette construction de cette relation. Puis finalement, il y a des interactions constantes entre les êtres et les ontologies. Donc, l'être Inuit existe par sa relation avec son territoire et tout ce qui s'y enchâsse. Cette toile d'interaction est comprise comme l'ontologie Inuit qui s'incarne à travers Notchimit. Donc, afin d'illustrer cette ontologie territoriale Inuit, donc Notchimit, j'ai sélectionné 2 poèmes de Joséphine Bacon que je vais vous lire, qui proviennent tous deux de son recueil Un thé dans la toundra. Donc, le premier, je vais vous lire. Elle va dire « Son corps est une drap. Du coin de l'œil, je l'observe. Son âme danse avec les aurores boréales. Tout horizon rêve de sa beauté. » Puis, je vais vous lire directement le deuxième. Elle va dire « Missinac m'abreuve. Papa Cassique court avec moi. Le lichen me nourrit. La mousse soigne mes larmes. » Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ces 2 poèmes que j'ai sélectionnés, en fait, c'est qu'il y a vraiment une compréhension globale, donc d'un système où l'être et le territoire sont dans une synergie. Donc, il devient possible de séparer l'un de l'autre. Puis, dans le deuxième poème, donc on a Missinac et Papa Cassique qui sont 2 esprits. Puis chacun à leur manière, les esprits de Notchimit veillent sur la narratrice. Donc, ils vont combler ses besoins, assurer sa survie. Le monde apparaît donc comme un tout harmonieux, dans lequel chaque élément est à sa place et a un rôle à jouer. Donc, il y aura une relation intime avec le territoire, avec lequel elle partage des gestes pourtant anodins, tels que danser avec les aurores boréales. Voilà. Puis, pour continuer sur le cadre contextuel, en fait, il importe de faire un tour d'horizon du contexte de l'émergence de la littérature écrite autochtone francophone au Québec. Donc, voici quelques éléments importants à retenir. D'abord, cette littérature débute avec l'avènement de l'écriture de langue française apportée au Québec lors de la colonisation. Puis avant cela, l'oralité était la seule pratique en exercice. Puis selon cette perspective, on peut donc considérer la littérature des peuples autochtones comme étant millénaire. Donc la littérature écrite est vue en tant que prolongement de la tradition orale et n'entraîne pas son effacement. Puis elle apparaît à la fin du 20e siècle, vers les années 70-80. Anne-Anne Capèche, qui est une pionnière de cette littérature au Québec, est une pionnière de cette littérature au Québec, étant la première femme autochtone à avoir publié des livres en français, étant une femme Innu. Donc, auparavant, les objectifs de l'écriture étaient principalement portés vers des revendications politiques. Puis, aujourd'hui, la littérature est vaste et variée, puis exploite une variété de thèmes. Puis, finalement, pour terminer le cadre contextuel, voici les 4 poétesses qui vont être étudiées dans le cadre de cette recherche. Donc, d'abord Joséphine Bacon, Rita Mestecocho, Marie-André Gill et Natacha Canapé-Fontaine.
Donc, j'ai retenu ces 4 poétesses avec une inscription générationnelle différente. Puis l'intérêt, en fait, d'étudier 4 poétesses de générations différentes réside dans leur expression différenciée de Nochimit et de sa toile de relation. Donc, cet effet générationnel apportera, je le crois, une richesse dans l'analyse. Puis, ça va me permettre d'étudier comment Nochimit s'exprime à travers 4 expériences différentes de Nochimit. Donc, les 4 poétesses Innu ont des approches variées à la poésie. Ce sont 4 types de poésie très différents, mais qui sont tous ancrés à leur manière dans Nochimit. Puis, pour passer au cadre conceptuel, en fait, avec la définition du cadre conceptuel, l'objectif ici est de faire le lien entre la poésie et Nochimit et de décrire ce lien. Donc, on ajoute 3 autres concepts centraux aux 2 métaconcepts énoncés précédemment qui sont ontologie et Nochimit, puis qui sont en fait la même notion, compris comme la même notion dans le cadre de cette recherche. Donc, d'abord, pour l'espace de la résonance, en fait, tout récit à la base doit être situé, ancré quelque part. Donc, il s'agit ici de faire le pont entre la littérature, la géographie et l'humanisation du territoire. Kenneth White, avec son approche géopoétique, a notamment voulu faire ce lien. Il va mettre au premier plan la fonction de l'espace au sein du texte littéraire, se penche sur l'aspect plus expérientiel et dynamique de l'acte de lecture. Cet acte est en effet compris comme créateur de paysages, ayant le potentiel de transformer notre rapport à l'espace réel. Donc, bien que cette théorie littéraire soit riche et pertinente, elle n'a pas été, à la base, développée en lien avec la littérature autochtone. Donc, il y a 2 aspects fondamentaux à considérer ici. Donc, d'abord que le contexte d'écriture de cette littérature, qui en fait le contexte est en fait dans une situation de double exécuté, c'est-à-dire que la nation Innu est minorisée dans la société québécoise, qui elle-même est minoritaire au sein de la société canadienne anglophone. Puis, également que l'approche au territoire est diamétralement différente de la vision occidentale pour les Inuits. D'où l'appel à la notion de résonance, qui est une notion théorisée par une mosaïque d'auteurs et d'autrices, dont Luc Bureau, Marc Brosseau et Berck. Donc, cette notion-là va mettre l'accent sur la relation tridimensionnelle entre le texte, le lecteur et la lectrice, et le territoire. Donc, les territoires fondent alors l'identité des individus, et les individus fondent l'identité des territoires dans un processus d'échange constant, qui va au-delà d'une dichotomie nature et culture. Le symbole du Tewagan, que j'ai abordé plus tôt, le tambour sacré des Inuits, représente également cette relation récursive. Donc, ce tambour représente, au-delà d'un instrument de musique, un objet de rassemblement et de communication. Puis, la résonance du tambour est l'expression de cette relation vivante entre le territoire, ses habitants, et toutes ces relations qui s'enchevêtrent et qui les construisent entre Nochimit et les Inuits. Donc, c'est précisément son caractère rassembleur et sa capacité d'établir un dialogue qui lui donne toute son importance comme stratégie conceptuelle dans le cadre de cette recherche. Selon cette approche, Nochimit est vu au-delà de sa matérialité. Ça suggère donc une manière d'être, de vivre, de penser, donc d'habiter. Pour le deuxième concept qui est récit et oralité, en fait, les récits sont accessibles à travers des supports contemporains, tels la littérature comme par la tradition orale, puis présentent des sources d'informations culturellement des plus pertinentes afin de faire une exploration ontologique du territoire d'une nation. Thomas King va même dire que les pierres angulaires des cultures, ce sont les histoires. Pour Leanne Betasamosake Simpson, qui est une intellectuelle Anishinaabe, et de nombreux auteurs et autrices, l'identité autochtone est fondamentalement liée au territoire, et c'est notamment les récits qui racontent ce territoire. Donc, les récits incarnent le territoire et permettent de préserver la culture qui est chevillée. Bref, à travers ces récits, il est possible d'amorcer une exploration de l'ontologie qui est encodée. Puis finalement, pour la littérature de l'exiguïté, telle que je l'ai mentionné précédemment, la littérature autochtone francophone s'est construite dans un contexte particulier de double exiguïté, puis reflétant les enjeux vécus par les communautés. Ces enjeux prennent directement part à la construction des récits et influencent la résonance entre les Inuits et les Nochimit. Donc, il est important de prendre en compte ce contexte afin d'établir une compréhension nuancée de l'ontologie territoriale Innu, telle qu'elle s'exprime à travers les poèmes des autrices. Voilà, donc ce qui nous amène au cadre méthodologique, que je vais passer rapidement sur cette section comme il serait facile de s'y attendre. Puis, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 questions centrales ou problématiques à ma recherche, puis que la méthodologie est plutôt de type interdisciplinaire, donc à cheval entre la littérature, la philosophie et la géographie. Donc, on peut voir ici les 2 questions qui guident ma recherche. D'abord, je vais vous les lire.
de quelle manière l'ontologie territoriale s'incarne-t-elle dans les œuvres des poétesses Innu, puis quels sont les ressorts spécifiques de la poésie pour la transmission de Nuu-chmidt. Pour arriver à répondre à ces questions, je vais adopter une double méthode de traitement des données. Donc, d'une part, l'analyse sémiotique et d'autre part, l'analyse herméneutique. Donc, l'analyse sémiotique permet de comprendre le poème dans ses composantes formelles, soit les thèmes exploités ainsi que les effets de sens, dégagés par certaines techniques du poème, telles les figures de style, le rythme, le ton, etc. Puis, à partir de cette première analyse, en fait, ma deuxième analyse va avoir ça comme point de départ, qui va être l'analyse herméneutique. Cette analyse-là, en fait, place l'interprétation au cœur de sa méthode. Donc, l'interprétation permet d'atteindre un objet qui ne présente pas, à première vue, une signification facile d'accès. Cette interprétation est guidée par un processus de questions-réponses, puis va permettre d'établir un dialogue, une relation dynamique avec l'œuvre. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que l'analyse herméneutique porte en elle plusieurs caractéristiques du tambour sacré des Innu, en son sein, en fait, puis notamment l'importance accordée au dialogue, son approche holistique, et aborde le texte poétique comme un système complexe de relations, tout comme l'est également l'ontologie telle qu'elle est comprise ici. Donc, pour l'intérêt de la recherche, en fait, de nombreuses recherches universitaires ont documenté les relations existantes entre l'identité Innu et le rapport au territoire. Puis, bien que ma recherche s'appuie sur celle-ci, elle s'en distingue également, comme elle s'intéresse à la manière dont la relation à Nuu-chmidt s'exprime à travers la poésie. Donc, elle se distingue des précédents travaux en adoptant, d'une part, une approche genrée du rôle qu'occupe la poétesse Innu comme vecteur de transmission de sa culture, puis elle vise également à analyser l'effet générationnel sur la manière dont cette symbolique s'exprime dans la poésie et les prises de parole de 4 autrices issues de diverses générations. Donc, pourquoi est-ce que de faire la liaison entre Nuu-chmidt et poésie est-il pertinent dans ce contexte? D'abord, Nuu-chmidt Nuu-chmidt entendu au-delà du territoire qu'il désigne est considéré comme un concept relationnel, reliant le peuple non seulement à la terre, mais également aux animaux, aux arbres, aux rivières qui se trouvent, comme je l'ai dit précédemment. Puis, la nature même de la poésie, qui contient une part de mystère, d'inconnu, de flottement, permet justement de faire vivre cette ontologie du territoire à travers ces lignes. Donc, la poésie permet ainsi de faire ressortir cette relation symbolique, culturelle, identitaire et patrimoniale qui existe entre les Innu et leur territoire. Donc, Nuu-chmidt représente en effet plutôt une émotion qu'un territoire formel, puis l'étude de la poésie devient alors un moyen des plus adaptés afin de saisir cette ontologie territoriale. Puis, également, en ce qui a trait à la nature de la poésie permet de faire vivre les mots et, par les mots, le territoire. Les mots Innu contiennent en effet tout un univers social où s'exprime ce lien intime entre la culture et le territoire. Également, cette recherche est particulièrement d'actualité puisqu'elle aborde des questions de territoire, d'identité culturelle et d'affirmation identitaire. La poésie agit ainsi comme porteuse de cette revitalisation, notamment de la langue, et permet une redéfinition identitaire et recherche en quelque sorte une souveraineté littéraire. J'ai une citation de Yves Siwi-Durand qui exprime un peu cette recherche d'une souveraineté littéraire. Et Yves Siwi-Durand qui est un écrivain Wendat également. Donc, je vais vous lire. Il va dire « Nous avons terriblement besoin d'une littérature qui transcende les lieux communs du discours politique, des stéréotypes identitaires, désuets pour rêver, nous émouvoir pour que nos histoires soient dites, connues, pour que nous puissions retrouver dans la liberté de pensée et de parole la réalité profonde de ce que nous sommes. » Puis, également, dans un contexte où le territoire n'est pas pratiqué de la même manière par les jeunes générations d'Innu et que les pratiques de transmission se transforment et adoptent une variété de supports, il va être intéressant d'analyser comment la poésie peut servir à la transmission de l'ontologie territoriale Innu. Puis, c'est justement par rapport à ce contexte changeant au territoire que mon projet s'arrime bien à cette journée d'études. En fait, il y a une nécessité d'investir les territoires pour maintenir vivant Nuu-chmidt, l'ontologie territoriale Innu. Donc, ça peut notamment se faire par une présence physique en territoire, mais également à travers la littérature et les œuvres des poétesses Innu. Yves Siwi-Durand va dire que l'imagination au lac d'écriture va permettre de créer un nouveau territoire et que c'est ce territoire qui va permettre aux nouvelles générations de survivre, de s'investir et de retrouver leur identité. Cette capacité de se déplacer dans ce territoire imaginé est également soulevée fréquemment par Joséphine Bacon. Ici, elle va dire « Je me souviens d'eux, ils étaient toujours en parlant des aînés,
Elle va dire, je me souviens d'eux, ils étaient toujours dans leur tête à continuer, même s'ils étaient revenus dans les réserves, dans les maisons, dans leurs pensées, dans leur mémoire, ils continuaient à marcher Nochimit. Ils n'arrêtaient pas. C'est ce que moi, j'ai pu voir et entendre. Voilà. Puis, pour conclure, en fait, par cette courte présentation, j'ai voulu montrer que la poésie possède l'empreinte de Nochimit. Il est donc possible d'avoir accès à Nochimit par la poésie. L'expression artistique de la poésie est considérée comme riche, intime, intemporelle et complexe, puis permettant de faire émerger l'ontologie par le dialogue avec l'œuvre. La mémoire est une manière d'occuper le territoire, et la poésie peut en être le support ou le véhicule. Merci beaucoup! Donc, c'est ce qui termine notre première table ronde. On va continuer la discussion en fait sur Zoom en direct avec les communicantes qui viennent de présenter et tout le monde pourra poser des questions, des commentaires, etc. Donc, on vous invite à nous joindre. Le lien Zoom est envoyé dans le chat, sinon il est aussi sur l'événement Facebook. Donc, à tout de suite!